Bonsoir mesdames et messieurs, merci à vous de nous rejoindre sur Télé Djibouti pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Djibouti réalise une performance logistique, se positionnant ainsi au 90e rang mondial selon la Banque mondiale. Et célébration du 91e anniversaire de la création de l'armée populaire de libération de la Chine hier soir. Et au Zimbabwe, le parti au pouvoir obtient la majorité des 2/3 au Parlement. Merci à vous de nous rejoindre. Nous entamons cette édition par ce communiqué qui nous parvient de l'ambassade de la République de Djibouti à Mogadiscio en Somalie et qui dit, je cite, « Le gouvernement et le peuple de la République de Djibouti ont été profondément choqués par la déclaration faite par le président de la République de Somalie, Mohamed Abdullahi Farmajo, lors de sa récente visite à Asmara, déclaration dans laquelle il a appelé les nations sœurs à lever les sanctions qui frappent l'Érythrée depuis 2009 pour son rôle déstabilisateur dans les pays voisins et plus particulièrement pour son soutien au groupe terroriste somalien Al-Shabaab et pour son différend frontalier territorial avec la République de Djibouti. En tant qu'État souverain, poursuit ce communiqué, il ne fait aucun doute que la Somalie a le droit donc d'établir les relations diplomatiques avec les pays de la région. Cependant, il nous est inacceptable de voir la République sœur soutenir l'Érythrée qui occupe une partie de notre territoire et refuse toujours de reconnaître, de détenir des prisonniers djiboutiens. Il aurait été plus sage au chef de l'État de la République sœur de la Somalie de mentionner dans sa déclaration le problème frontalier opposant Djibouti à l'Érythrée et d'inciter ce dernier pays donc à chercher une solution pacifique aux différends. Djibouti a souffert et payé le prix fort du sang de ces braves hommes et femmes dans la guerre qui l'oppose à l'Érythrée. Nous avons toujours un différend frontalier avec ce pays et nous condamnons donc fermement la décision historique de nos frères somaliens qui ont soutenu aveuglement l'Érythrée alors que nos jeunes soldats sont encore présents aux côtés de leurs frères et sœurs somaliens pour défendre la paix et la stabilité de la Somalie. Fin de citation. Communiqué également, cette fois-ci qui nous émane de l'ambassade de Djibouti à Paris, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, accompagné donc de notre ambassadeur à Paris, donc Ayat Moussaïd Yahya, a été reçu donc au Quai d'Orsay par son homologue Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française. Lors de cet entretien de plus d'une heure, les deux ministres donc ont évoqué les relations stratégiques entre les deux pays basés sur une histoire ancienne et profonde. Un tour d'horizon également de la situation régionale a été abordé par ces derniers qui ont démontré un point de vue commun et une convergence des points de vue donc sur les grandes questions du moment. Les deux chefs de la diplomatie s'en sont félicités. Les questions régionales donc comme la Somalie, le Yémen ainsi que le conflit frontalier avec l'Érythrée ont été au centre de l'entretien donc des discussions. Une large convergence de vues s'est dégagée sur toutes ces questions. Le volet de la coopération, le domaine économique et commercial ont fait l'objet également d'un échange approfondi et enfin les deux ministres se sont mis d'accord pour poursuivre ce dialogue stratégique. En nouvelle nationale, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, poursuit sa participation aux travaux du sommet des ministres de l'éducation de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord qui se déroule au Caire, en Égypte. Le ministre et sa délégation ont pris part donc hier à des tables rondes, l'occasion de partager l'expérience de Djibouti en matière de politique éducative et notamment dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Dans son intervention, le ministre a dans un premier temps décrit brièvement la situation socio-économique de notre pays. Il a souligné que le capital humain constitue la richesse primordiale de notre pays, d'où la nécessité de mettre l'accent sur le développement du secteur de l'éducation et notamment l'enseignement technique et la formation professionnelle, et ce conformément à la vision du président de la République. Moustapha Mohamed Mahamoud a déclaré notamment que son pays donc est en pleine croissance économique avec le développement continu, avec le développement donc des infrastructures portuaires et la construction des zones franches à vocation régionale voire internationale. Il a précisé que pour relever le défi de la formation professionnelle, son département a entériné récemment une nouvelle politique nationale de l'ETFP en partenariat avec le secteur privé qui demeure un partenaire incontournable pour adapter les dispositifs de formation à l'évolution constante du marché du travail.
La Banque mondiale vient de publier le rapport 2018 tant attendu relatif à l'indice de la performance logistique. Et selon ce rapport, Djibouti passe du 134e rang mondial à la 99e place. Regardez. وكا توعدي دورنا دايم كواتوري توريدو صومانيزي تكدا يفتميون معدا دخني كينا كتنا عدي تقل كعاقل عشور كتيرتن هديك تقول قافي فوق عيني ترى الله قوافي جري دبوشا وكا دبوشا بعيد سنة وكا. Pour rappel, l'indice de performance logistique, appelé plus communément Connecting to Compete, est un rapport de la Banque mondiale publié une fois tous les 2 ans et jauge le secteur logistique des pays sur la base des 6 critères clés. Ce rapport est l'équivalent de Doing Business et permet aux décideurs d'avoir une vision concrète de l'efficacité de leur pays par rapport aux autres en termes d'acheminement des biens entre les frontières, de l'accès aux chaînes logistiques internationales. C'est un outil interactif d'analyse comparatif basé sur une enquête mondiale des opérateurs sur le terrain. Cette progression s'explique d'une part par les imports d'investissement réalisés ces dernières années par le pays dans le secteur portuaire ainsi que le chemin de fer, mais aussi confirme la vision du pays à devenir un centre maritime international incontournable, même si l'état de la route numéro 1, corridor entre les ports et l'Éthiopie, a tiré vers le bas cette note. En outre, les réformes entreprises ces 3 dernières années par l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti dans le secteur maritime et la volonté de professionnaliser les auxiliaires de transport maritime, transitaires, agents maritimes et manutentionnaires a commencé aussi à porter ses fruits. Ainsi, le critère concernant la compétence des professionnels logistiques passé de 152e place en 2016 à 135e place en 2018. Le critère portant sur la capacité des tracteurs, les expéditions pour localiser les marchandises, passé de la 139e place en 2016 à la 72e place en 2018. Le temps de livraison rebondissant de la 132e place en 2016 à la 85e place en 2018. Grâce à la mise en place des outils informatiques performants sur la gestion des opérateurs portuaires et la Djibouti Port Community System acquis récemment. Le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, M. Aboubakar Omar Hadi, a félicité la communauté portuaire pour cette excellente performance de la chaîne logistique du pays. Il a déclaré que ce classement est une reconnaissance de la part d'une institution internationale des années de réforme et d'amélioration continue du secteur. Ce classement est la preuve que les importations et importants investissements dans les infrastructures pour faciliter les échanges portent leurs fruits et que la chaîne logistique dans son ensemble s'améliore à Djibouti. Il est vrai qu'il reste de gros efforts à faire et ces efforts seront faits tout ensemble. Les performances du secteur portuaire et logistique prouvent que Djibouti est sur la bonne voie afin d'intégrer le top 30 en 2020 et le 10 meilleurs pays au monde d'ici 2022. M. Aboubakar Omar Hadi a également mis l'accent sur la nécessité de travailler en synergie entre les institutions concernées afin de réaliser cet objectif. Et dans le reste de l'actualité, une grande cérémonie a été organisée hier soir à l'ambassade de Chine à Djibouti pour célébrer le 91e anniversaire de la création de l'armée populaire de libération de la Chine, l'APL. La cérémonie a été présidée par l'ambassadeur de Chine à Djibouti avec la participation des officiers supérieurs chinois, dont le colonel supérieur attaché militaire près de l'ambassade de Chine. Des diplomates accrédités à Djibouti, des chefs de mission militaires et les officiers supérieurs djiboutiens ont également participé à la cérémonie haute en couleur.
Et depuis sa création, l'armée populaire chinoise a combattu durant la guerre révolutionnaire agraire et durant la résistance et puis pour la libération de la Chine. Elle a aussi mené des opérations de riposte en légitime défense et a contribué également au développement économique, au progrès social et à l'unité nationale de la Chine. Dans ce domaine, l'armée populaire de libération de la Chine a accompli de grands exploits et durant la cérémonie, donc, une projection a été faite pour les invités pour illustrer l'évolution et les grandes mutations opérées par l'armée populaire de libération dans le pays pour défendre la souveraineté nationale. Une signature de convention de partenariat entre la Fédération djiboutienne de football et les établissements Abou Yasser a eu lieu ce matin au Sheraton Hotel. Cette convention donc s'est déroulée entre le président de la FDF, Suleiman Wabri, et le président des établissements Abou Yasser. Et hier donc au Sheraton Hotel, la signature d'une convention de partenariat entre la FDF, représentée donc par le président et membre exécutif de la CAF, et les établissements Yasser, représentés par son directeur Nadir Ahmed Saïd, afin d'organiser donc dans des bonnes auspices le tournoi dit Super League qui met en joute les 5 premières équipes selon le classement de la saison écoulée 2017-2018, à savoir Assas Djibouti Télécom, Garde Républicaine, Société Immobilière, AS Sport, Gendarmerie et Université Pastamaïda. Le tournoi Super League se déroulera tous les après-midi de vendredi et lundi du 10 août au 10 septembre prochain. Cette société donc qui est très implantée dans toute notre région de la Corne de l'Afrique est réputée dans l'exportation des bétails vers la péninsule arabique, surtout très actif en période du pèlerinage. Elle sponsorise entièrement toute charge inhérente à l'organisation du tournoi Super League qui sera en cette occasion baptisé Super League Abou Yasser. Aussi donc les responsables exhortent tous les acteurs football de montrer le bon exemple pendant la durée de cette compétition pour que ce soit donc une fête sportive vitrine du fair play. Les locaux du secrétariat exécutif de lutte contre le sida ont abrité hier une réunion d'experts de la commission de prise en charge qui s'est penchée sur le bilan des activités de la lutte contre le VIH-sida sur les 6 derniers mois. Les travaux de cette session semestrielle de mi-parcours ont été ouverts par le secrétaire général du ministère de la Santé, principal organe consultatif en appui au programme de lutte contre la pandémie du sida. Cette commission a réuni l'ensemble des médecins référents, des paramédicaux, des représentants des ONG et des partenaires impliqués dans la problématique du VIH. Les participants ont donc discuté des enjeux relatifs à la prise en charge de personnes vivant donc avec cette maladie, notamment l'amélioration de la prise en charge pédiatrique et la stratégie de surveillance des résistances. Discuter de beaucoup de thématiques et on a élu le président de cette commission. Et le seul souci de cette commission, c'est d'améliorer la santé de la population de Djibouti. Et la préfecture de la région d'Arta a accueilli donc hier une délégation conduite par le directeur général de l'ADDS, Mahdi Mohamed, et le directeur de l'agence turque de coopération et coordination, la TICA. Un entretien donc a eu lieu en présence du préfet par intérim de la région d'Arta, Mohamed Fouzi Ahmed, et du président du conseil régional, Elmi Bouh. Ensuite, la délégation TICA et l'ADDS, accompagnée donc du préfet adjoint, se sont déplacés à Gablagalan, une localité rurale située à 40 km au sud-ouest de la ville d'Arta. Une réunion de concertation et d'information entre les notables et les femmes du secteur avec la délégation a eu lieu, durant laquelle donc les représentants de la communauté ont recueilli leurs doléances. Et parmi les principales doléances figuraient notamment la réhabilitation du réservoir, la construction de 2 bornes fontaines et abreuvoirs à proximité du forage, ainsi que la réhabilitation d'une piste. Et après la séance de discussion et d'échange, le directeur de la TICA a procédé à la distribution des kits d'hygiène et kits de premier secours aux foyers vivant à proximité du forage de Gablagalan. À l'issue de cette rencontre avec les habitants de ce secteur, le préfet par adjoint et la délégation qu'il conduisait ont constaté donc l'état de l'ouvrage hydraulique et des installations solaires ainsi que les besoins prioritaires. Dans le district de Arta pour distribuer aux localités des kits de premiers soins et des kits de hygiène. Et nous sommes entretenus avec les gens de la localité, entendu leurs problèmes. Inch'Allah, dans un temps
et rapide en tant que TICA, Agence turque de coopération et de coordination. Et nous allons supporter notre cher gouvernorat d'Arta et voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour accompagner nos chers frères et sœurs qui vivent dans des conditions difficiles. Et rappelons que cette tournée s'inscrit donc d'une part à collecter les doléances de la communauté rurale, mais aussi à permettre à l'agence TICA de démarrer la campagne d'hygiène à l'endroit des nomades vivant avec leur cheptel dans des lieux donc où les postes de santé sont inexistants. Écoutons pour plus de précision le préfet adjoint. On est ici aujourd'hui à Gablagalan, la localité de Gablagalan, à peu près à 40 km de la ville d'Arta, où on est accompagné d'une délégation de l'agence turque de coopération, la TICA, et de la DDS pour lancer la campagne de sensibilisation et de l'hygiène aux communautés rurales. Donc nous sommes satisfaits de cette première étape-là. Nous avons pu avoir aussi l'occasion de discuter et de prendre les doléances de la population locale. Je remercie ici le responsable de TICA qui a essayé de venir ici avec des kits d'hygiène et des kits de premiers secours pour cette population où il n'y en a pas actuellement de postes de santé. Le préfet de la région de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Banoïta, l'agence djiboutienne de route, a démarré les travaux de réfection des chaussées ainsi que la pose de dodanes dans les différentes artères de la ville blanche pour sécuriser donc les voies pour les usagers. Par la suite, le préfet s'est rendu sur le chantier pour voir la progression des travaux. Il fut accueilli par le responsable de l'ADR, Ahmed Belil. Le service nord de l'ADR a débuté donc la réhabilitation de la route nationale 9. Les travaux de dodanes sont sollicités donc pour prévenir et éviter des accidents dramatiques qui surviennent par le mauvais état donc des routes. Ces travaux s'étaleront depuis Tadjouraville jusqu'à Raïssa, proximité de Lakassal. Le responsable de l'ADR pour la région nord a remercié le préfet pour son geste donc facilitateur ainsi que pour son soutien. Et il est à noter que l'ADR a débuté donc les travaux de réalisation et de réhabilitation des endroits à risque de Tadjoura et ses corridors. Et c'est suite à la doléance de la population et des donc, autorités de la région que le préfet donc avait demandé à l'ADR d'intervenir au niveau des routes de Tadjouraville et ses périphéries telles que Kalaf, Sagalou, où la population donc avait demandé l'installation de dodanes pour ralentir les véhicules et réduire ainsi les accidents. Et ces travaux ont débuté ce mois-ci. On écoute le préfet. Que l'ADR a dégagée. Aujourd'hui, depuis un certain temps, les travaux ont commencé et petit à petit, ils essayent d'avancer pour réhabiliter les endroits à risque de ces corridors. Suite aux doléances de la population, nous avons demandé à l'ADR d'intervenir au niveau de routes de Tadjoura-Ville et des Kalaf ainsi que des Sagalou où la population nous avait demandé à ce qu'on puisse avoir des dodanes afin que les voitures puissent ralentir et éviter les accidents. Donc les travaux ont commencé effectivement et ça va continuer durant ce mois-ci. Comme la politique du gouvernement exige, c'est rendre l'accès à la population. Donc dans ces cadres, nous avons sollicité à ce que certaines pistes qui favorisent un peu l'accès, à savoir la piste de Dardo, Bankwale, entre Randa et Daï, telle que la piste de Galila et Maraoulé et d'autres priorités qui sont également déterminées. Donc nous remercions à cet effet au directeur général de l'ADR et à son équipe qui ne ménage aucun effort pour être actif sur le terrain. Donc.
Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité continentale et internationale avec Fardous. Bonsoir Fardous. Bonsoir. Alors, le numéro 1 de l'opposition congolaise, donc Jean-Pierre Bemba, est de retour au pays pour être candidat à la présidentielle. Oui, Ahmed, au terme d'une décennie de détention à La Haye, le chef de file de l'opposition de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, regagne aujourd'hui son pays. Il veut déposer sa candidature à la présidentielle prévue en décembre. 11 ans donc d'absence, le chef de file de l'opposition et ancien chef de guerre a regagné aujourd'hui au 1er août la République démocratique du Congo. Dès son atterrissage à l'aéroport, il a été accueilli par des milliers de ses partisans âgés de 55 ans. Jean-Pierre Bemba, ex-rebelle, chef rebelle et vice-président de la République démocratique du Congo, avait quitté la République démocratique du Congo en 2007 et a passé les 10 dernières années en détention à La Haye. Il a été condamné par la Cour d'appel, par la Cour pénale internationale en juin 2016 à 18 ans de réclusion pour des crimes commis en République centrafricaine en 2002 et 2003, mais a été acquitté en appel. Donc Jean-Pierre Bemba rentre dans son pays dans l'intention de briguer la présidence, mais la coalition Ahmed au pouvoir a déclaré vendredi dernier qu'il ne pouvait pas participer à l'élection présidentielle prévue en décembre à cause d'une affaire de subordination de témoins à La Haye. Et toujours en Afrique, au Zimbabwe notamment, le parti au pouvoir obtient la majorité de 2/3 au Parlement. Et oui, Ahmed, les observateurs de l'Union européenne ont constaté plusieurs problèmes lors de l'élection générale au Zimbabwe qui s'est déroulée lundi, estimant qu'une publication tardive des résultats officiels discréditerait le processus électoral. Donc le parti, le ZANU-PF, la formation au pouvoir au Zimbabwe, a remporté les 2/3 des sièges à la Chambre basse du Parlement, selon le résultat publié par la commission électorale ce matin. Les Zimbabwéens votaient parallèlement pour renouveler leur président. Les résultats n'ont pas toujours été annoncés. Les Européens venus observer le processus électoral pour la première fois depuis 2002 et leur avis sur le scrutin est déterminant pour le retour sur la scène internationale du Zimbabwe afin d'en finir avec l'ère Mugabe, évincé du pouvoir après 37 années passées à la tête du pays. Et en Libye, Fardous, 108 hommes et femmes refoulés en Libye, et ce sont notamment des réfugiés. Et oui, Ahmed, des ONG, des politiques italiens ont accusé un navire commercial italien d'avoir enfreint le droit international en reconduisant en Libye 108 migrants secourus dans les eaux internationales. Le ravitailleur Asso Vantoto a récupéré ces migrants sur un canot d'environ 60 000 miles au nord-ouest de Tripoli, selon son parcours sur les sites de suivi du trafic maritime. Ces dernières années, les gardes-côtes italiens ont coordonné leur opération avec les migrants qui étaient reconduits en Italie. Mais fin juin, Rome se défausse sur les gardes-côtes libyens qui ont demandé à un navire de ramener des migrants à Tripoli. Le ministre italien de l'Intérieur et chef de Ligue, Matteo Salvini, a fermement nié que son pays est contrevenu au droit international. En 2002, déjà, la Cour européenne des droits de l'homme avait condamné Rome après qu'un navire militaire italien avait ramené des migrants dans la Libye de Muammar Kadhafi 3 ans plus tôt, en 2009. Et enfin, donc, le Danemark, Fardous, interdit le port du voile intégral dans l'espace public sous peine d'amende. Et oui, Ahmed, c'est aujourd'hui que le Danemark s'est rejoint aux autres pays européens qui interdisent le port dans l'espace public de vêtements qui voileraient le visage. L'entrée en vigueur de la loi qui prohibe le visage caché vise notamment les voiles islamiques tels que le niqab et la burqa. Mais l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi ne passe pas un collectif de musulmans et de non-musulmans qui entendent bien défier les autorités. Un appel à manifester a même été lancé. Selon diverses estimations, cette nouvelle loi ne concernerait qu'une 50aine de femmes au Danemark. Ces dernières
dernière s'estime aujourd'hui discriminée. La police pourrait demander aux femmes d'enlever leur voile ou leur ordonner de quitter les lieux publics. Le ministre de la Justice a déclaré que les policiers leur imposeraient une amende et leur diraient de rentrer chez eux. Les amendes vont de 1000 couronnes danoises pour une première infraction et de 1300 € en cas de 4e infraction. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur Télé Djibouti.